Gala rapide et dangereux demain à Montréal. Et évidemment, on va parler avec Bernard Barré de la grosse nouvelle. Enfin, on va l'avoir, le combat que tous rêvaient. Lucien Moutet contre Jean-Pascal. On en parle avec Bernard Barré. Salut Bernard. Bonjour, Danny. Bernard, avant de parler de ce combat qui me fait déjà saliver puis qui fait saliver la plupart des gens au Québec, on va parler de demain. Il y aura un rapide et dangereux mettant en vedette Adonis Stevenson contre la personne le boxeur qui a infligé à Adonis Stevenson sa seule défaite, soit Darnell Boone. Ouais, c'est ça, c'est la série rapide et dangereuse. Ça va être super dangereux, surtout pour Adonis Stevenson, qui risque gros là-dedans. Lui, qui a un combat, la clé championnat du monde chez les Milo contre Chad Dawson au mois de juin. Donc, il est à une victoire d'obtenir cette chance-là, là, d'être vu partout internationalement. C'est sûr que c'est une division de poids supérieure, mais quand même, Stevenson, qui est actuellement classé numéro 1 chez les 168 livres au titre de Carl Froch. Et ça, c'est le titre que Froch a arraché à Lucien Moutet. Mais là, l'opportunité de se battre contre Dawson peut s'envoler en fumée s'il devait avoir une défaite contre Boone, parce que une défaite contre Boone, ben on oublie ça. D'où l'importance de ce combat-là, la préparation optimale que Adonis Stevenson a fait encore une fois à Détroit au Crown Gym, pour s'assurer de prendre sa vengeance, parce que c'est lui et lui seul qui voulait ce combat-là. Personne ne voulait ça ici dans le bureau. C'est une chance. On sait la boxe, on a toujours un coup de poing que tout s'écroule, et puis on n'aurait pas voulu prendre cette chance-là. Il était rendu, mais lui tenait absolument à venger sa seule défaite en carrière. Dure défaite knock-out deuxième round, là, 2 ans et demi contre Boone aux États-Unis. OK, donc, est-ce que c'est Boone, c'est le genre de boxeur? Parce qu'on sait qu'il y a des boxeurs qui ont des numéros des autres. Vernon Forrest, je me rappelle, avait le numéro de Shane Mosley. Est-ce que Boone, ça pourrait être ce type de boxeur-là? Est-ce que c'est un... Pas vraiment. Écoute, Non? juste sur un coup chanceux comme ça, j'ai pas l'impression. Surtout que Stevenson avait envoyé Boone au tapis au premier round. Donc, Stevenson a toujours dit, l'arbitre a arrêté, il avait pas raison d'arrêter, il s'est lancé sur moi pour m'arrêter trop vite, beaucoup trop vite. Donc, j'ai l'impression que, non, je suis pas rendu là dans ce cas-là. C'est sûr que si Boone devait battre Stevenson, là, je changerais d'idée. Mais juste sur un coup de poing comme ça, en tout cas, j'en doute, surtout que Stevenson a tellement insisté, il est convaincu qu'il est un meilleur boxeur que Boone, un plus grand cogneur que lui. Et lui, il vise pas une victoire par décision, il vise vraiment de se débarrasser de Boone avant la limite. C'est son objectif. OK. Donc, je regarde la fiche de Boone, 18-20. C'est pas, c'est pas la mer à boire, non? OK, c'est la fiche d'un adversaire. Quand on regarde ça, on dit ouais, pas bien bon, il joue pour 500, tout même pas. Mais si tu regardes, là, tu te mets à regarder sa fiche, ce gars-là, il a pas de promoteur, il a jamais été protégé. Il a affronté 19 boxeurs invaincus dans sa carrière. Donc, il est toujours sur la route, lui, là, comme négligé. Puis, sa chance, c'est de causer une surprise comme il l'a fait avec Stevenson. Mais tout le temps, il est compétitif. Il a tenu le coup 10 rounds avec Jean-Pascal au Stade Uniprix il y a quelques années. C'est un gars qui est considéré comme solide. Et puis, il a pas ralenti. Donc, à ce moment-là, je pense vraiment que c'est un bon test pour Adonis Stevenson. OK. En sous-carte, maintenant, on aura droit à LDA Alvarez contre Nicholson Poulard. Poulard, qui est quand même pas, c'est le demi-frère de Jean-Pascal. C'est quand même pas le dernier venu. Donc, pour lui, là, pour LDA Alvarez, c'est un bon test là, pour passer C'est un autre étape. incroyable. Ce combat-là, là, c'est incroyable. Là. Ouais. On a deux gars qui sont du Québec, un de Montréal, Alvarez, un de Laval, Poulard. Les deux sont champions nord-américains de différentes associations. Ils sont classés tous les deux dans le top 10 mondial, puis ils acceptent de s'affronter dans un combat ici à Montréal. Donc, beaucoup à perdre. Et s'il y a à quelque part l'anxiété pour un boxeur, quand un boxeur être un boxeur, là, t'as beaucoup d'anxiété, veux pas, là, parce que tu sais que, un, tu peux te faire mal, puis deux, tu peux perdre ton classement, mais là, il y a encore plus d'anxiété parce que les deux, en étant dans le top 10 mondial, auraient probablement eu la chance, d'ici un an et demi, de se battre à combat de championnat du monde. Là, ils mettent ça, eux, à l'enjeu. Et les deux, dans un combat, on sait quand c'est local, là, ta vie, là, t'as plus de vie, là. Tu vas pas au dépanneur, là, parce que tout le monde va t'arrêter, tout le monde va voir te parler de ça. Mais les deux ont accepté ce défi-là. Donc, ça, là, c'est une finale à Montréal dans à peu près tout ce qu'on a eu comme gala de boxe.
un championnat d'unification nord-américain. Puis c'est notre demi-finale. Donc, ça s'imagine à peu près là, comment il va y avoir de l'ambiance puis de l'émotion dans ce combat-là. OK. Donc, normalement, une victoire de Alvarez devrait le propulser vers d'ici disons un an, peut-être une chance de combat de championnat du monde? C'est sûr qu'Alvarez, là, il n'y a pas beaucoup de combats. Il y a seulement 11 combats. Mais là, en ayant passé le top 10 mondial, en étant champion américain, s'il devait devenir champion unifié, effectivement, Alvarez fera pas 25 combats pour se battre en combat de championnat du monde, là. Il est déjà prêt, là. Sincèrement, là, d'ici un an, s'il bat Poulard, parce que Poulard, c'est un bon test, mais s'il bat de façon significative, on peut penser qu'Alvarez, d'ici un an, va être en combat de championnat du monde. Sa grande carrière amateur fait en sorte que lui, il n'a pas besoin de prendre l'expérience à tout casser chez les professionnels avant de se fréter au meilleur au monde. OK. Bernard, bon, on va parler de ce qui nous intéresse davantage. Je pense que les gens salivent déjà. On a vu au Centre Bell cette semaine, ça commençait vraiment. Est-ce que, bon, les négociations, pour quelle raison les négociations ont été longues avec Jean-Pascal? On dit que c'est un gars qui est dur en affaires. C'est toujours compliqué avec Jean-Pascal. Tout est compliqué. Même quand il était chez les amateurs, moi je l'ai suivi depuis ses débuts de sa carrière amateur. C'est moi qui l'avais recommandé au groupe Yvon Michel pour qu'il signe professionnel. Et moi, regarde, je te ferai pas de cachette, je l'ai déjà dit. J'ai assisté à la première négociation quand il a voulu tourner professionnel. Avec Marc Ramsey, j'étais avec Yvon Michel. Puis je suis sorti de là avec un gros mal tête, là. Puis sincèrement, c'est pas facile. Moi, c'est pas mon métier de négocier ces choses-là. Je laisse ça dans les mains d'Yvon, mais Yvon, selon moi, est un saint parce que c'est tellement compliqué là avec Jean, là, tous les détails, et puis il revient tout le temps. Là, il est comme il rebondit tout le temps. Donc, ça prend beaucoup de patience et c'est la raison pourquoi que ça a été si long. C'est si long. Yvon sort toujours de là avec un sourire, mais en tout cas, bravo champion, moi je serais pas capable. Mais Bernard, il reste, moi ce qu'on a appris à travers les branches, c'est qu'il restait un combat pour Jean-Pascal avec Jim. Là, on s'enligne vers minimum 2 combats. Ça dépend toujours de comment ça va se passer le premier combat. Mais normalement, si toutes les choses s'alignent, on va avoir 2 puis peut-être même 3 combats. Est-ce qu'il faut penser... c'est pas vraiment, Danny, c'est pas vraiment mon département. Okay. Comme je te dis, moi, ma vie va bien. Puis parler de ça, là, ça m'épuise et puis ça m'intéresse pas finalement. Fait que sincèrement, Jean-Pascal a été bien servi depuis le début de sa carrière avec Jim. On l'a emmené champion du monde. Il a fait énormément d'argent. Il a fait beaucoup de millions. T'entends, là? Il a fait beaucoup de millions, puis il va en faire encore. Fait que si lui, au bout de tout ça, s'il est pas content, puis il pense que c'est mieux ailleurs, on a déjà eu un Adonis Stevenson qui nous a quittés aussi pour aller ailleurs, puis il est revenu à genoux. Fait que ça sera à lui de prendre cette décision-là. Nous, ça changera rien dans notre situation. On a encore énormément de boxeurs dans notre écurie. Stevenson est prêt d'un combat de championnat du monde. Bon, on a les Bizier, les Descaries, les Lemieux, les Alvarez, les Rivard, je ferais continuer comme ça. Puis on a une ligne de boxeurs qui sont à la porte puis qui cognent, qui voudraient boxer chez nous absolument. Donc, Jean-Pascal, quand arrivera le temps, s'il veut prendre une autre direction, on va lui donner la main et on le regardera aller. Je veux te parler encore de Jean. T'es au courant de l'histoire, t'es sûrement au courant de l'histoire qui est sortie dans la presse hier sur l'entraîneur de Jean, Angel Heredia. Pour quelle raison qu'il est allé choisir un gars qui a quand même eu par le passé, que c'est assuré, c'est même été proclamé qui a servi un petit peu des effets négatifs à des Marion Jones, Justin Gatlin et Tim Montgomery. Écoute, sincèrement, le gars il a pas une belle feuille de route quand on regarde ce qui s'est passé. Et puis nous, on est promoteurs. Nous, là, c'est pas que choisissons l'équipe d'entraîneurs de Jean-Pascal. On fait affaire avec directement avec soit ou son gérant ou avec le boxeur. Donc lui, son entourage, ben là, c'était lui à décider. Quand Adonis Stevenson a dit je suis plus avec les Fairgrounds, je suis rendu au Kronk à Détroit avec Emmanuel Stewart, ben nous autres, les Fairgrounds, c'est des gens qui sont très près de nous, puis c'est des amis, on n'a eu rien à dire. On s'est pas écrit nulle part dans le contrat, c'est nous autres qui décident, puis si on veut que le boxeur performe, on l'obligera pas à aller avec quelqu'un. Donc c'est sa propre décision. Il va y avoir des tests antidoping. On est en train de travailler ça avec Interbox de façon régulière, aller jusqu'au combat, même après le combat, s'il y a une revanche, etc. Donc, à ce moment-là, je pense que Jean-Pascal est assez intelligent pour aller se mettre les 2 pieds dans les plats. Lui qui
qui a déclaré, je sais pas comment de fois, qu'il voulait avoir des tests quand c'est venu le temps de se battre avec Hopkins, laissant sous-entendre qu'Hopkins, peut-être, était pas clean. Donc, à ce moment-là, je pense pas qu'il soit assez stupide pour aller s'embarquer d'une patente de même. Et le gars le fait, Hernandez ou Heredia, là, qui a changé de nom à un moment donné, là, qu'il a fait des erreurs dans sa vie, ça veut pas dire que ça y enlève ses compétences comme préparateur physique. D'ailleurs, c'est lui qui a préparé Marquez contre Pacquiao, Marquez a knocké Pacquiao, donc ça aussi, c'est une question de confiance. Mais ça, encore là, Jean-Pascal, là, c'est lui qui décide. OK. Mais heureusement, Stéphane Larouche et Lucian Boutet, c'est pas le genre de jouer à guerre psychologique puis d'accuser Jean-Pascal de peut-être de pas être clean, mais si ça aurait été un autre, il aurait pu jouer dans la tête avec ça. Ben là, non? Regarde, c'est difficile pour moi de penser, là. Ça va faire beaucoup plus de publicité négative que positive. Je pense pas. Dans le cas de Stéphane Larouche ou Lucian Boutet, là, ils ont vu neiger, là, puis ils sont capables de passer par-dessus ça. Je suis pas inquiète au niveau de leur préparation. Mais il me reste un petit point, je veux parler, c'est Bernard Hopkins contre Tavares Cloud. Bernard Hopkins, c'est vraiment un phénomène. C'est incroyable. C'est un extraterrestre, j'en ai souvent parlé avec toi. Sincèrement, j'ai jamais vu une affaire comme ça. Je pense pas non plus de revoir ça dans ma vie. D'une fois à l'autre, je me dis, il va se lever, ce gars-là, il va tomber vieux. Tu sais, à un moment donné, 48 ans, tu te lèves le matin, t'es plus le même gars. Mais là, lui, je sais pas, c'est un magicien, il arrive sur le ring. Surtout sa boxe, c'est pas une boxe de volume, lui. C'est une boxe, c'est très scientifique. Puis lui, c'est comme un jeu d'échecs. Puis ce qu'il veut finalement, c'est casser son adversaire, lui causer tellement de problèmes que son adversaire devient malhabile. Parce que il est pas très spectaculaire dans Hopkins, mais c'est un génie de la boxe, puis il réussit à faire ça. À partir du moment qu'il identifie les faiblesses du boxeur de l'autre côté, mais il réussit à lui faire assez de troubles pour que quelques bonnes droites sur le museau font la différence et il va chercher les rounds. Donc c'est difficile pour moi de prédire son avenir. Sincèrement, ça fait 5 ans que je prédis qu'il va casser, puis il casse pas. Mais Bernard, je vais te laisser là-dessus par après. Tu m'as toujours dit qu'un boxeur, c'est la rapidité qui perd en premier. Or, c'est un gars qui ralentit les combats. Ça peut le favoriser, ça. Oui, c'est sûr. Dans le cas de lui, sa grande science de la boxe, surtout sa défensive, fait en sorte que le boxeur, plus le combat avance, comme il a fait avec Jean, plus ça devient compliqué, plus ça devient un casse-tête. Le boxeur qui est bon au départ, qui met 2 pieds sur le ring avec lui, ben plus le combat avance, moins il est bon, puis il sait pas trop pourquoi. Il réussit justement à l'embouteiller, et puis avec ses petites contre-attaques à faire la différence, à aller chercher les rounds. Donc, écoute, c'est un vrai génie, de la boxe, et puis faut lever notre chapeau, parce que tu sais, dans la vie, il y a des phénomènes, c'en est un. Ah, effectivement. Maintenant, on s'en reparle bientôt quand l'actualité de la boxe va l'exiger. Bonne fin d'émission, Danny. Voilà, Bernard Barré qui nous parlait de rapide et dangereux.